Chers Marocains d'ici et d'ailleurs, bienvenue dans votre émission Entre nous, on se dit tout. On accueille aujourd'hui pour le sujet du jour, la situation politique au Maroc, notre jeune ami Adam Boubel, doctorant en droit public, pour traiter du sujet. En attendant donc de donner parole à mon invité, je vous fais part de mon édito. Vous gagnez au loto, qu'à Dieu ne plaise, ne touchez pas au bois, à un péché mortel vous rajoutez une superstition, qui elle est de l'ordre de l'associationnisme, que Dieu nous en préserve. Vous tenez à vous laver de tout soupçon d'argent sale, le joli pactole d'un milliard promis aux plus malheureux d'entre vous, un milliard qu'un panneau publicitaire dressé sur vos villes enfiévrées vous vient courtiser comme diable. Vous décidez d'en faire don à ce triplet de chefs, une aide directe, inspirée par les prouesses du chef, lequel chef posa jadis comme condition de coopération avec Moukeren, lors du fameux blocage, le refus de toute aide directe, pour classe défavorisée. Mais comme il n'est que les cons qui ne changent pas d'avis, que monsieur le chef est loin d'être con, il changea d'avis, sans doute pour ne pas passer pour un con, n'est-ce pas? Vous faites donc don de ce joli milliard à cette majorité gouvernementale, fille de son époque, trésine, qui veut requinquer son image à coups de pub, moyennant vos réseaux sociaux. Tout ça dans un esprit politique de proximité, n'est-ce pas? L'affaire connut un précédent. Vous avez lu, en gros et en gras, ce bout de scandale relayé par presse. Vous avez lu ce que vous avez lu. 1 milliard jeté au vent par nos partis et institutions pour débarquer comme jeune aventure sur le net. Le régné en tête, bien sûr, plus de 4 millions de dirhams, pour vous toucher au cœur. Aimez ce parti qui casque tant pour vous. Faites donc l'économie d'un massacre. Vous êtes bon citoyen magnanime, naïf sur les bords, dira-t-on. Vous pensez argent public, subvention de l'État, cotisation citoyenne, rationalisation des dépenses. Vous voulez que cet argent serve à la veuve et l'orphelin, plutôt qu'à des partis dépensiers qui laissent filer le pognon à Meta, un étranger à l'étranger. Vous pensez que le chef de file héréniste, Arnouch, est sacré flambeur, qu'au lieu d'avoir sa lampe dans sa poche, il y met la main. Tout ce pognon pour faire bon genre. Mais pour vous, ce pognon-là fut cramé lors de la visite du Seigneur à sa mairie d'Agadir, laquelle mairie ne veut de mer que le chef. Peut-être le seul au Maroc, que dis-je, au monde, qui sait, qui peut piloter cette mairie, tiens. Un chef qui a ce talent qu'on lui envie, remettre à sa place ces jeunes poussins non initiés, qui, de la politique, dites-vous, ne connaissent que le petit P, n'est-ce pas? Des petits révoltés. Vous nous citez cette jeune conseillère du SFP qui ose, par-delà sa chaise communale, mais dans quel monde vit-on, faire remarquer au chef qu'il faille couper dans quelques dépenses, puis quelque autre littérature désuète, telle que indice de pauvreté, coût de vie élevé, chômage et malheur relatif à la ville d'Agadir. Tout ça, c'est du vieux français, n'est-ce pas? Et le chef de répondre en chef et de dire qu'ici, au conseil de la ville, la politique n'est pas à sa place, que la politique est du ressort des seigneurs. Peut-être que ça vous déplaît, mais si le chef eut le courage de dire aux élus de la nation, au parlement des parlements, que tout ce qui lui déplaît rentre par une oreille pour sortir par une autre, sans doute que c'est pour le bien de la nation. Après tout, la politique est la science de la liberté, comme dit Proudhon, et notre chef, lui, est sans doute libre avec science. Donc, Adam Boubel, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans votre journal Entre nous. Donc, la première question que je vais vous poser, d'abord, une petite remarque. Il est vrai que dans mon édito, j'ai pris ce screenshot, si je puis user de ce mot-là, un peu partial, peut-être partiel, avec une pointe d'humour et puis dans son un pincement de cœur, pour décrire la situation, peut-être politique, non pas dans son ensemble, je n'ai pas été exhaustif dans le traitement, mais c'est en plus, j'ai choisi quelqu'un que
peut-être vous connaissez, puisqu'il porte la même couleur politique que vous, à savoir la jeune conseillère communale, qui a été, je ne dirais pas réprimandée, mais au moins reçu une tacle du Seigneur, n'est-ce pas? Mais vous me dites, je ne veux pas donner mon avis là-dessus, mais vous me direz peut-être. Alors, pourquoi je dis cela? Je dis cela afin que, puisque j'ai en tête cette question que je voudrais vous poser sur la situation politique dans son ensemble, en tant que jeune, engagé politiquement. Alors, est-ce que cet incident, peut-être que le mot n'est pas assez fort, mais vous savez, la langue française est connue pour ses euphémismes, est-ce que vous pensez que cette image, cette séquence peut entacher dans votre esprit l'image que vous portez au Maroc, pays entraver votre optimisme, votre volonté de bien faire? Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation, Sidi Hicham. Ça me permet de donner mon avis, mais aussi de donner l'avis de mon organisation, d'avoir la jeunesse de l'USFP, mais surtout la section française de la jeunesse USFP. Je tiens aussi à saluer ma camarade Raja Massou, qui, même s'il est le chef du gouvernement, chef du conseil municipal, et aussi chef d'Agadir et aussi chef du RNI, certes, il l'a taclé, mais je pense que ma camarade a su encore mieux tacler. Je pense qu'on est habitué à cela au sein de notre organisation, qui connaît beaucoup de remous, mais qui, face à nos adversaires politiques, je pense qu'on sait s'entraider, et je pense que ça démontre aussi de la qualité de la formation de nos jeunes militants et des moins jeunes de nos militants. Concernant la situation politique, et justement pour aussi rebondir à ce qui s'est passé entre le chef du gouvernement, M. Aziz Arnouch, et ma camarade Raja Massou, ce qu'il a dit, le fait que la politique se fait entre les seniors, ça démontre le paradoxe et aussi l'hypocrisie de ce chef du gouvernement qui, pendant des années, déjà après 2011, lui et aussi tous les autres partis politiques ont poussé à ce qu'il y ait une représentativité des jeunes au sein du Parlement, au sein d'autres organes élus, etc., et même au sein de son parti, mais qui aujourd'hui finalement démontre que pour lui, pour ses semblables, qu'ils soient au sein du RNI ou dans d'autres partis qui se ressemblent aujourd'hui, démontre aussi que pour nous aujourd'hui la jeunesse fait partie d'une catégorie à part, une catégorie qu'on tient à laisser de côté, parce qu'on sait aussi que la jeunesse a cet élan, on peut appeler ça un élan révolutionnaire, mais surtout un élan contestataire. On voit aujourd'hui la situation des étudiants en médecine, 300 jours, bon plus, 300 jours dernier décompte, mais plus de 10 mois de grève étudiante qui a donné lieu au renvoi administratif de certains étudiants et étudiantes dans la représentante des étudiants en pharmacie, je pense à Rabat, qui aujourd'hui, le jour où on est en train de tourner, on allait assister à la première journée du jugement du procès des 27 étudiants en médecine qui ont été poursuivis par le ministère public. Et je viens de lire un article qui reportait les propos de notre bâtonnier ici à Rabat, le bâtonnier des avocats, qui a dit que le chef du gouvernement, le ministère de l'Intérieur et la Direction générale de la Sûreté nationale ont décidé de devenir partie civile à ce procès-là. Donc je pense que la séquence, normalement la critique de ma camarade Raja Massou était tout ce qu'on peut considérer de normal. Mais je pense que avoir peur de la jeunesse est intrinsèque à la vieille génération, parce que historiquement la jeunesse a toujours été une figure de proue et à l'avant-garde des changements sociaux et sociétals. Donc je pense que malgré la remarque nous au sein de notre parti on considère que la remarque de Raja Massou était fondée, était normale. C'est même bien pour la démocratie qu'il y ait le contradictoire et la contradiction, surtout en plus que ma camarade Raja Massou, qui fait partie du groupe de l'USFP Agadir, fait partie non pas de l'opposition, mais de la majorité au sein de ce conseil. Donc voilà, mais je pense, peut-être que j'ai un peu trop parlé, mais je pense qu'aujourd'hui en tant que jeune, et nous c'est l'approche qu'on aborde surtout dans ma section en France de la jeunesse de l'USFP, c'est qu'il faut arrêter d'essentialiser, de catégoriser les jeunes comme mettant une partie à part, une partie de la société marocaine qui a ses propres besoins, qui a ses propres revendications, mais qui ne reste que des revendications sectorielles. Parce qu'aujourd'hui, toute réforme
implique inévitablement que la jeunesse soit impactée. Et aujourd'hui, le paysage politique, je peux commencer par dire, oui, il y a entre 2 millions et 5 millions de jeunes qui sont sans emploi, sans éducation, qui ne suivent pas de formation à l'université ou dans des centres de formation professionnelle, ou qui sont sans stage. Mais en réalité, pour décrire le paysage politique en tant que jeune, je préférais plutôt parler des plus de 30 élus parlementaires qui sont aujourd'hui devant la justice, sans parler des élus locaux. Je préférais parler du fait que le roi a gracié il y a quelques mois l'ensemble des journalistes emprisonnés, mais qu'aucune réforme structurelle n'a été enclenchée, alors même que la situation pour laquelle ces journalistes ont été emprisonnés, certes, il y a des journalistes peut-être qui ne prétendent pas être des journalistes, des prisonniers politiques, mais en tout cas, la situation au moment de leur emprisonnement n'a pas changé, elle n'a pas été réformée. Aujourd'hui, nous avons aussi la région de Tata, auquel le chef du gouvernement refuse de la qualifier comme une région sinistrée pour ne pas donner lieu à l'indemnisation de nos concitoyens dans la région là-bas. Nous avons aussi une vague migratoire coordonnée au même moment qui a eu lieu dans le Nord. Certains disent que c'est peut-être des parties étrangères qui sont à l'œuvre. Mais excusez-moi, si une partie étrangère arrive à coordonner plus de 5000 jeunes et les envoyer dans le nord du Maroc, je pense qu'il faut qu'on s'inquiète. Moi, je pense que ce n'est pas ça la vraie raison. Je pense aujourd'hui que, et on a pu le voir dans un rapport du Conseil économique et social de 2022, qu'aujourd'hui, les jeunes, toute politique entamée par ce gouvernement ou par le gouvernement d'avant, sont des réformes qui ne sont pas coordonnées et qui n'ont pas de vision globale pour l'avenir de cette jeunesse, que ce soit au niveau de la participation citoyenne, que ce soit au niveau des réformes de l'éducation et de la formation, que ce soit au niveau de la santé et de la sécurité sociale, et que ce soit au niveau des transports, au niveau des loisirs, au niveau de la culture. On voit certaines réformes de temps à autre, mais nous pensons, au sein de mon organisation, que ces réformes ne servent qu'à donner un carcan de légitimité, un tant soit peu de légitimité à ce gouvernement qui finalement préfère faire passer le capital et les intérêts du capital plutôt que les intérêts de la majorité de cette population qui malheureusement est pour la plupart une population désœuvrée. D'accord, écoutez, vous avez dit beaucoup de choses. Alors je vais essayer de rebondir sur certaines des points pour avancer sur le dialogue que nous entamons. Alors vous parlez de la jeunesse, vous me voyez tellement loin, on va essayer de faire un défilé accéléré de l'histoire. Vous m'envoyez, j'étais pas né encore, mais c'est en 1959, ni vous d'ailleurs. C'est la scission du parti de Stirla qui avait donné lieu à l'UNFP et puis l'USFP par la suite. Il y avait justement ce clivage pour dire que ce problème-là que nous connaissions, et que nous connaissions de connaître pour longtemps, il faut dire les choses telles quelles, avait eu un début et peut-être n'aura pas de fin. C'est beau de rêver qu'on est jeune, mais ça nous permet aussi de nous mettre au défi et puis de trouver des solutions à ces défis-là. Bon, il y avait, pourquoi je parle de 1959, c'est qu'il y avait justement cette jeunesse-là, un embryon, quelque chose qui se façonnait pour couper avec un esprit, disons, paternaliste, conservateur, je mets entre guillemets, puisque être conservateur n'est pas toujours de mauvaise posture, n'est-ce pas? Mais c'était cet esprit-là, puisque nous avions eu à l'époque, répondant à l'appel, je pense, de Fouma 2005, qui avait parlé de choses nécessaires, et puis là je vais essayer de prendre par-ci par-là des phrases phares qui vont, je l'espère bien, grâce à Dieu, orienter notre conversation. Fouma 2005 parlait de petites victoires quand il s'agit de l'indépendance du pays, qui est une grande chose à nos yeux. Et puis, on parle de cap générationnel. Mais on peut dire une chose, c'est qu'à l'époque, Fouma 2005, d'un côté, il dit petite victoire pour l'indépendance, puis de l'autre côté, grande victoire, c'est la construction du pays. Et puis, il y avait de l'autre côté le prince héritier, frère Sender, avec ses amis de classe et d'ailleurs, qui, comment on dit, qui s'excitait, peut-être c'est pas le mot, pour l'indépendance, comme si tous les problèmes allaient être réglés
d'un coup de baguette. Mais lui qui répondait, autant Prince héritier disait, ça ne va pas être aussi drôle que vous l'imaginez. Et c'est toujours le cas, là aussi présent, pour cette grande victoire que le Maroc essaie de perpétuer avec toutes les forces vives, que ce soit la société politique ou la société civile. Et puis, pour revenir, pour faire un saut dans le temps, je me rappelle que le nouveau modèle de développement avait pointé justement que le lien n'était pas sain, ou était un peu faillible qu'il n'est pas, mais disons que la société civile et puis la société politique n'étaient pas de bons camarades, pour dire les choses avec gentillesse. Mais pour revenir justement, quand je vous entends parler, vous me renvoyez à cette époque, à cet état de fait de 1959, et puis cette jeunesse qui avait émergé, puisque là le mot qui me vient en tête, vous me corrigerez peut-être, vous avez parlé tout à l'heure de révolutionnaire, je mets ça entre guillemets, je pense que c'est Jacques Brel qui disait dans une de ses chansons, révolté n'est pas révolutionnaire, et puis je pense que M. Arnaud, s'il avait ce mot en bouche, il aurait dit à votre camarade, comme une pique dans une joute oratoire. Mais pour revenir au sujet, il y avait cette jeunesse qui avait donné lieu, laissé place à de grandes figures, telles Ibn Baka, les Qabil, etc. Parce que c'est vrai qu'ils avaient, eux, connu une éducation occidentale, contrairement aux conservateurs qui étaient à Fès, avec une éducation traditionnaliste, en bas bouche et à bouche, je mets ça un peu parenthèse aussi, mais il faut dire, et ce qu'on oublie de rappeler, c'est que ces jeunes-là n'étaient pas vivaient en bonne intelligence avec le Maroc qui savait les intégrer à l'époque. Et je vais m'expliquer. Il faut dire que Hassan II, quand il était prince héritier, donnait des conférences. Et des conférences, disons-le, décomplexées, qui, à les lire aujourd'hui, vont nous acculer à la chose qui suit, c'est que le Maroc était ouvert à l'époque. Il reste quelques ouvertures, cela s'entend. Je ne veux pas dire que nous vivons en vase clos, mais que ces conférences avaient comme thème, c'est-à-dire des possibilités. On était là à tâtonner, à voir le Maroc qu'on veut. C'est-à-dire, on a même parlé des partis uniques, la possibilité des partis uniques. On a même parlé du cas de la monarchie à l'espagnole, la monarchie à l'anglaise, et le droit de conclure que le Maroc est un pays à la fois qui souffre de problèmes temporels et religieux, et que cela ne concorde pas avec les aléas de notre environnement, puisque je dis cela pour répondre à cette jeunesse justement qui a donné les Qabil Ibn Baka, qui était inspiré par cette école-là, qui ont allé flirter pour certains, même avec le mouvement communiste, marxiste. Mais pour revenir justement, c'est peut-être la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que cette, je ne vais pas dire inimitié pour ne pas pousser le mot loin, mais cette bataille de bonne guerre qu'il y a entre les deux générations. Ça pousse à être réactionnaire, mais est-ce que ça peut pousser dans l'excès, puisque, à vous entendre, c'est mon impression, vous me la corrigerez, c'est comme si on ne cesse de faire du neuf avec du vieux, c'est comme si on stagne, c'est comme si on ne voyait plus l'horizon. C'est comme s'il fallait changer la machine. Alors, vous me direz ce que vous pensez. D'abord, je voudrais que vous répondiez d'abord à cette question-là, le côté réactionnaire qui peut pousser à des excès, et de deux, dire que cette bataille-là, cette bonne guerre, puisque vous, de toute façon, quand on dit la gauche, l'USFP, etc., c'est justement parce que vous avez à votre essence et dans vos bagages ces esprits héroïques qui étaient réputés pour le côté intellectuel, etc. C'est-à-dire que vous avez une carte à jouer. Vous avez une carte à jouer. Je ne sais pas, vous avez parlé tout à l'heure du capital et de l'esprit. Je ne dis pas que ces gens-là sont des têtes vides, ou bien je vous laisserai dire cela si cela vous... Mais
Mais je voudrais savoir, vous, justement, en tant que jeune, avec cette capacité intellectuelle, vous avez l'air d'être un brillant étudiant, et vos camarades, d'accord? Est-ce que, justement, vous vous sentez capable d'apporter ce renouveau à cette machine qui grince? Alors, déjà, juste pour clarifier un point. Ma génération, en tout cas mes camarades les plus proches et ma section, on ne fait pas dans l'agisme. On n'est pas dans le cadre d'un conflit de génération entre ceux qui sont dans l'organisation de jeunesse et ceux qui sont dans le parti, etc. Au contraire. Nous avons même fait un constat qui est que des fois nous trouvons plus de relais, plus de soutien dans des personnes plus âgées, dans des camarades plus âgés, plutôt qu'auprès de nos camarades les plus jeunes, avec qui normalement on devrait mieux s'entendre, etc. Pourquoi ? Parce que j'avais dit au début qu'il ne faut pas considérer les jeunes comme une catégorie à part et une catégorie homogène. Les mêmes remous politiques qui traversent la société en général, le fait qu'il y ait une droite, une gauche, extrême droite, extrême gauche en fonction des pays, etc. Ces mêmes tendances-là sont présentes au niveau de la jeunesse. Mais aujourd'hui, au sein de notre parti, par exemple, on considère que le fait d'être dans un même parti implique qu'on soit sur la même longueur d'onde, etc. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, c'est la gauche qui a créé, la gauche au niveau international, qui a créé les courants au sein d'un même parti. Pourquoi ? Parce que dans la tradition de la gauche ittihadienne, la gauche internationale, la critique et l'autocritique sont salutaires. Et nous considérons qu'aujourd'hui, il nous faut toujours faire notre propre autocritique pour pouvoir avancer. Et non pas nous en tant qu'organisation, parce que pour nous la politique n'est qu'un instrument. Un instrument pourquoi ? Pour changer la vie des citoyens. Donc aujourd'hui, au sein de notre parti, au sein de notre jeunesse, nous avons plusieurs conflits avec d'autres camarades, d'autres sections, la direction, etc. Ce que nous considérons comme étant sain pour la démocratie interne, qui ensuite, pour nous, donnera lieu à une démocratie au niveau national. Et pour revenir en 1957, quand il y a eu une rupture entre l'UNFP et l'Istiqlal, ce n'est pas une division entre les anciens restent à l'Istiqlal et les plus jeunes vont à l'UNFP. Pour donner l'exemple de Abdelrahim Bouhabib, qui sera dans la direction collégiale et en 1975 il sera élu comme premier secrétaire au congrès exceptionnel. Abdelrahim Bouhabib au début ne voulait pas aller à l'UNFP. Et je pense que c'est lui qui le raconte dans ses mémoires, ou Abdelrahman Yousfi, mais il avait juste fait un constat. Et il attendait un seul élément, c'est de savoir où est-ce que les masses iront, c'est-à-dire où est-ce que principalement le syndicat irait, l'UMT à l'époque. Donc nous aujourd'hui, on ne veut pas faire une sorte de scission, non pas formelle, mais genre une scission entre les jeunes et les moins jeunes. Au contraire, nous on veut faire une clarification idéologique entre ceux qui prônent réellement la justice sociale, le progrès, les droits de l'homme et la rupture, ou en tout cas la diminution des inégalités sociales ici au Maroc, d'abord au sein de notre parti et ensuite de manière transversale entre toute la gauche. Je pense que nous n'avons rien à attendre d'autres partis qui, à l'époque, ils ont été qualifiés des partis de cocotte minute parce qu'ils étaient créés dans le cadre d'une tambouille interne à l'État et de manière extrêmement rapide. Ou d'autres partis qu'on qualifie de partis administratifs. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est ce que nous avons prôné depuis 2 ans, d'abord avec mon camarade Hatim Bello, avec qui on a pu construire la jeunesse en France, et ensuite avec les camarades qui nous ont rejoints, aujourd'hui nous prônons une union de la gauche social-démocrate, l'USFP, le PPS, jusqu'à la gauche radicale ou la gauche révolutionnaire, qualifiez-la comme vous voulez, de la voie démocratique. Donc aujourd'hui, l'USFP, le PPS, la Fédération de gauche, le PSU et la voie démocratique, pour nous, il faut qu'on adopte une stratégie qui est celle de trouver un minimum de points communs entre nous pour pouvoir avancer un peu dans le cadre des progrès sociaux ici au Maroc, à travers la revendication de plusieurs points essentiels, tant au niveau économique que social. Et pour conclure sur ce point, pour qu'on puisse rebondir sur d'autres points, je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse se doit d'agir de la sorte
et de prendre ses responsabilités. Je pense qu'il n'y a pas de circonstances, de bonnes circonstances pour rejoindre le monde de la politique, parce que de toute façon, il n'y aura jamais. Puisque nous, aujourd'hui, nous luttons contre, non pas l'État en soi, mais certains intérêts défendus par l'État. Parce que la présence même d'un État veut dire qu'il y a des intérêts contradictoires en son sein, et que son rôle primordial est de les concilier. Pas forcément par le consensus, pas forcément par la négociation. Cela peut passer par une violence, qu'elle soit une violence physique ou une violence symbolique. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a plusieurs intérêts contradictoires dans notre État, aujourd'hui au Maroc, dans cette société. Et nous faisons le constat qu'aujourd'hui, l'État a pris, et en réalité, cela remonte à bien avant les années 70, avec les années de plomb, avec l'état d'exception, avec les 2 tentatives de coup d'État, de coup d'État militaire, qui ensuite ont donné à Hassan II l'idée non pas de soudoyer, mais plutôt d'accéder aux revendications des notables, ce qui a donné lieu à la thèse de Rémi Levaux, le petit le flah marocain défenseur du trône. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons eu certaines fenêtres qui ont été ouvertes, mais qui n'ont malheureusement pas été utilisées à bon escient par des camarades qui nous ont précédés. Nous parlons du gouvernement d'alternance, nous parlons du mouvement de 20 février, mais je pense qu'aujourd'hui, la lutte politique ne se fait pas du jour au lendemain. Je pense qu'il faut se projeter sur le moyen et long terme, sur les 10, 20, 30 prochaines années, pour pouvoir espérer un changement profond, démocratique, non pas simplement de l'État, mais aussi de la société marocaine. Donc je vais vous reprendre 2 mots, ou bien 3. Vous avez parlé de masse, et puis on va parler de figure héroïque, on va parler de patience. J'ai 3 mots pour que je puisse un peu guider mes idées, espérons qu'elles soient claires. Alors, pour les figures héroïques, je pense qu'on en a besoin. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de Brahim Bouabid, dans le cas où il ne s'agit pas là d'une scission. Bon, on ne va pas démêler cet écho historique, mais le point que j'aimerais gloser ici est celui de dire, quand vous dites masse, ce qui m'interpelle, c'est-à-dire par association d'esprit, je ne sais laquelle, je pense démocratie, et puis il me vient à l'esprit, non pas que je sois un totalitaire ou que je sois des totalitaires, même si c'est Mussolini, c'est de la bouche de Mussolini, mais écoutez, même les monstres, je ne dis pas que c'en est un, je ne dis pas que c'en est pas un, c'est pas là dans un jugement de valeur, mais on peut prendre ce qui peut servir, et puis laisser ce qui peut nuire, n'est-ce pas? Alors, Mussolini avait parlé d'un cas de démocratie qualitative, quantitative, et puis même on peut revenir bien avant Mussolini avec les Grecs et les Romains, et puis pour accéder à la citoyenneté, il faut avoir fait ses preuves. C'est un galon à gagner après le service militaire. Donc, là, pour cette question de masse, je vais opposer ici 2 figures héroïques. Et on en a besoin, je pense, et on en manque. Je pense qu'il faut pointer ce point. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous me direz. Mais je voudrais opposer, comme dans un dialogue fictif, M. Brahim Bouabid et puis Abdallah Ben Brahim qui disait justement Ben Barka, le populisme. Et là, on va parler de populisme. Bon, ça peut être des mots valises, puisqu'on peut y mettre ce qu'on veut, mais disait le populisme, c'est pas ce que le peuple veut entendre, mais c'est dont le peuple a besoin. C'est-à-dire, pour dire que la masse n'est pas un critère, c'est pas parce que le plus grand nombre de gens vont rejoindre tel ou non mouvement qu'ils sont dans le vrai et les autres dans le faux. Plutôt, je pense, et je suis prêt à endosser la responsabilité de ce que je vais dire, je pense pour l'élitisme, c'est mal vu. C'est mal vu et ça va faire ce que je revienne aux conférences de Hassan II. Il disait, il reprenait, parce qu'on parlait même de Voltaire et de Rousseau, c'était l'époque. Il y avait Hassan II qui reprenait la phrase de Rousseau pour dire, justement pour parler de démocratie, le fameux gouvernement du peuple pour le peuple par le peuple. Hassan II
apporté une modification à cette phrase pour dire la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, pour le peuple, par une élite du peuple. Et je pense qu'on a perdu ce nord-là. Je suppose qu'il y en a plusieurs, mais je pense qu'on a perdu ça. C'est que, par démagogie, comme je vous ai dit avant l'interview, démagogie, comme cité par Hassan II, est un ingrédient nécessaire pour la politique quotidienne, sauf que quand on parle de l'élection législative, etc., ça ne fait pas partie du quotidien, puisque, je reprends sur ce mot, vous avez parlé du long terme tout à l'heure. Quand on est dans le long terme, il faut mettre de côté populisme, démagogie, et tous les mots monstres qui vont avec. Alors oui, pourquoi pas le politisme? Pourquoi pas l'élitisme, pardon. Le politisme, bon, c'est un néologisme que je viens d'inventer à l'instant. Et le second point, c'est celui de la patience, puisque vous avez l'air de vous projeter. Et justement, ce qu'on peut reprocher à la jeunesse de façon générale, cette jeunesse-là, issue d'une scission, et puis ça continue jusque-là, puisque c'est une tendance que je continue de remarquer jusqu'à nos jours. Peut-être qu'on est de nature impulsive, on veut faire vite les choses, mais je me rappelle de ce conseil que donnait Frère Hassan Ben Barka, qui était un brillant élève, n'est-ce pas? Il disait que la patience était un ingrédient nécessaire à la politique. Il faut savoir attendre le bon moment. Donc on a parlé de masse, on a parlé de patience, et puis on a parlé d'élitisme. D'élitisme et puis de figures héroïques. Donc là maintenant, puisque là maintenant, si je pose la question, citez-moi un politique, passez-moi l'expression qui a de la gueule. On a besoin de voir des gens qui ont de la gueule. Pourquoi on n'en fait plus? Alors, je ne vais pas m'attarder longtemps pour vous laisser là. Vous avez commencé par me citer Abdallah Brahim, je commencerai par citer Abdelrahim Bouabid. Et au lendemain du congrès de l'USFP, le congrès exceptionnel de l'USFP en 1975, et après l'assassinat de Omar Ben Jelloun, il y a eu les premières élections après l'état d'exception. Tous les militants de l'USFP avaient refusé de participer, ou en tout cas projeté de refuser. Mais quel était l'argument d'Abdelrahim Bouabid? C'est que la démocratie se pratique. Démocratie mumarasa. Donc s'il fait, aujourd'hui quand on va sortir, les conditions, ce n'est pas qu'elles n'étaient pas bonnes, c'était qu'elles étaient catastrophiques. On sortait de 5 années d'exception, de 2 constitutions, de 2 coups d'État armés, d'un coup d'État, d'une tentative de soulèvement armé de la part de la branche armée de l'UNFP à l'époque, le Tandem, à Moulay Bouazeg, Mima, etc. Donc, et en plus, on sortait de la marche verte. Donc, la situation était catastrophique en comparaison avec aujourd'hui. Et cela aurait été extrêmement normal de refuser de participer à des élections sans garantie démocratique. Mais Abdelrahim Bouabid avait cette idée qu'il fallait sortir, parler aux gens, parce que cette fenêtre, encore on va revenir à la question de la fenêtre, il y a quelques fenêtres qui s'ouvrent de temps en temps. Des fois c'est prévisible, des fois non. Personne ne s'attendait au 20 février. Donc la fenêtre des élections, c'est le seul moment entre 5 ans, bon, ça dépend entre si c'est élections législatives, élections des conseils communaux, etc., ou régionales. C'est le seul moment où n'importe quel parti peut sortir, essayer de convaincre les gens, avoir accès au domicile des gens, avoir accès aux données de la population, etc. Et justement, c'est grâce à cela qu'on peut convaincre nos concitoyens, mais aussi leur donner l'opportunité de s'exercer à la démocratie. Parce que aujourd'hui, nous pensons que la démocratie, c'est juste avoir des élections. En fait, aujourd'hui, nous avons un qualificatif pour balayer ce cas de figure de la table. C'est ce qu'on appelle la démocratie illibérale, notamment dans certains pays de l'Europe de l'Est, où nous avons tous les ingrédients, en tout cas tous les mécanismes constitutionnels et légaux pour avoir une démocratie. C'est-à-dire, on a des élections qui s'organisent à intervalles réguliers,
transparent, etc., égal, universel, etc., etc. Nous avons des juridictions qui sont là pour veiller à ce que tous les principes du patrimoine électoral soient respectés. Et ensuite, nous avons des conseils qui sont constitués, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Mais aujourd'hui, quand on voit le personnel politique, vous m'avez parlé de figure, quand on voit le personnel politique, il ne faut pas oublier ce qu'il y a avant les élections. C'est comment est-ce que les candidats sont choisis. Aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de démocratie au niveau local. Normalement, comment est-ce qu'un candidat aux élections législatives ou aux élections communales ou régionales doit être choisi? Normalement, c'est par la section qui est au niveau local. En tout cas, c'est ce qu'on m'a appris. Et c'est ce à quoi je crois. Normalement, pendant 5 ans, il y a une section au niveau local, dans l'arrondissement ou dans la ville, ça dépend de l'effectif politique qu'on a au parti, qui milite quotidiennement, que ce soit au niveau des marchés, que ce soit pour aider la population locale, pour des problèmes basiques. Juste si une lumière ne s'allume pas, ça c'est un problème politique. Pourquoi? Parce que quand il y a la lumière, il y a moins de criminalité. On peut constater ça à Rabat. La baisse du taux de criminalité à partir du commencement du projet Rabat Ville Lumière. Donc, et après 5 ans, ces mêmes personnes qui ont côtoyé leurs concitoyens pendant 5 ans, d'un point de vue politique, parce qu'on peut côtoyer nos voisins, etc., mais juste dans un cadre amical. Mais quand on les a côtoyés d'un point de vue politique, qu'on a appris à connaître leurs problèmes, leurs malheurs, normalement c'est à ces gens-là de choisir qui sera candidat. Aujourd'hui, quand on voit qu'il y a 30 personnes, 30 élus au Parlement qui sont devant la justice, il y en a qui ont déjà vu leur siège déchu. Quand on voit ce constat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soit que la population a choisi d'être représentée par des corrompus, je ne pense pas. C'est juste que dans le choix initial qu'on a eu en tant que citoyen, en tant qu'électeur, nous n'avons eu que le pire de ce que peuvent produire les partis. Et du coup, soit les électeurs n'ont pas participé, soit ils ont dû se rabattre sur le moins pire des élus. Et ça, c'est malheureux. Quels étaient les autres points? Donc, je vais reprendre déjà par là où vous avez commencé, savoir la démocratie, le principe démocratique, l'exercice démocratique. Et je vais reprendre aussi par là où vous avez fini, vous avez débouché sur la conclusion respectable qui est que tout élu local doit partir d'une section locale, etc. Alors, justement, parce que est-ce que la démocratie, la question qui se pose, moi, c'est que est-ce que la démocratie peut être confiée, je mets n'importe qui entre guillemets, puisque pour un exercice démocratique, il faut bien une préparation. Et puis après, si vous parlez d'élus qui sont arrivés au Parlement, c'est qu'il y a des électeurs derrière. Les électeurs, pour élire, ils sont bien passés par un exercice démocratique, le plus basique, et celui de voter, le plus fameux bulletin de vote. Par quels moyens? Par conviction, par marchandage électoral, malheureusement, comme on a eu l'occasion de voir et d'entendre. Donc, il me semble, à moi, qu'il y a une volonté, mais qu'il y a aussi une contradiction qui s'ensuit de cette volonté-là, à savoir que d'un côté, nous avons la démocratie, l'exercice démocratique, mais après, il ne faut pas venir pleurer quand on a des élus qu'on mérite. C'est pour ça que je pense que, comme disait Feuleroy, on ne peut pas être au plus creux de la vague qu'on l'est, et puis ça ne peut que remonter, mais pour remonter, il faut une force nouvelle, puis il faut une volonté. Et je pense que moi, personnellement, pour cette époque, c'est d'abord, il faut passer par l'élitisme, la préparation. Le bulletin de vote, ça doit se mériter. Ne vote pas qui veut, pardon. Mais je pense que c'est comme ça qu'on va voir s'inscrire le changement. Et ça n'empêche pas l'exercice démocratique. Parce qu'on ne peut pas, à mon avis, réduire l'exercice démocratique à un simple bulletin de vote balancé dans une boîte. Je pense que ça commence par une préparation. Préparer le terrain, rafraîchir les esprits, responsabiliser. Parce qu'à mon avis, quelqu'un qui est prêt à marchander sa voix contre un billet de 200 balles n'est pas quelqu'un de responsable. Surtout si après il se plaint de son sort. Donc il faut commencer d'abord par les électeurs, plutôt que de nous acharner. L'un n'empêche pas l'autre, mais il faut commencer par le commencement. Et puis les élus ne sont que le résultat instantané des électeurs.
Mais quoi de mieux comme exercice que les élections pour s'exercer à la démocratie? On dit qu'il faut déjà, première question. Oui, mais ma question est, pour être précis, ma question est, est-ce que ces gens-là sont préparés pour voter, pour choisir le bon déjà? Et est-ce que les Parce que pour choisir le bon, il faut déjà avoir les capacités intellectuelles, voir observer, être au contact. C'est vrai que l'élu doit être au contact de la population, mais la population aussi votante doit être au contact de l'élu. Déjà, avant toute chose, que voulez-vous dire par élite? Est-ce qu'aujourd'hui les gens qui nous gouvernent ou qui nous représentent constituent cette élite? C'est justement le problème. Si vous dites que les gens qui sont à la tête de la chose publique ne sont pas à l'image que nous voulons, que nous projetons, c'est qu'il y a un problème, justement, dans le procédé électoral. Et qu'il faut, pour déboucher sur une élite, forcer des conditions que nous n'avons pas, malheureusement. Et je pense que l'analyse ne doit pas se faire juste dans le cadre des élections, du droit électoral et de cet événement qui intervient tous les 5 ans. Pour parler des citoyens, des électeurs, les droits qu'ils ont aujourd'hui, ils ne les ont pas eus de manière automatique, facilement, etc. Ils ont lutté pour ça. Pour que aujourd'hui les Marocains, il y a déjà 10 ans, pour qu'ils... Désolé, je perds mes mots. Pour leur reconnaître la qualité de citoyen, il a fallu, depuis l'indépendance 1957 à 2011, en réalité, il a fallu beaucoup plus. On est passé du sujet à citoyen. Et quand on est citoyen, nous avons des droits qui nous distinguent des étrangers, par exemple, qui sont aujourd'hui présents au niveau national. Aujourd'hui, concrètement, ce qui nous distingue d'un étranger résidant ici au Maroc de manière légale, c'est le droit électoral. Ce sont les droits politiques. Et plus précisément, le droit de vote aux élections législatives, parce qu'il y a une possibilité pour les ressortissants étrangers résidant ici de participer aux élections locales. Donc si on leur enlève les droits politiques, qu'est-ce qu'ils seront? C'est pas leur enlever les droits politiques. Mais pensez-vous que les conditions telles que l'âge et la nationalité sont suffisantes pour permettre à ce qu'un vote soit portant? Ou pour qu'un vote vise la personne doit être au bon endroit? Donc c'est là ma question. Pour cela, moi je ne parlerai pas de citoyenneté. D'accord? Il a fallu des années, comme vous dites. C'est votre propos, je le prends. Mais pour revenir à une certaine littérature hassanienne, comme j'aime à l'appeler, le fait d'avoir insisté plutôt sur la conscience sociale plutôt que sur le nationalisme ou le patriotisme, je pense que c'est fondamental. Parce que quelqu'un, supposons la citoyenneté est garantie, d'accord, vous avez le droit de voter, vous êtes content. Mais si vous vous sentez inapte, ça veut dire que vous sentez que vous allez faire un mauvais choix, autant s'abstenir par conscience sociale. Vous pouvez aller voter parce que les slogans derrière vous enfièvent et vous êtes dans une liesse populaire qui vous donne un peu de... Mais je pense que par conscience sociale, vous devez vous en abstenir jusqu'à avoir acquis les rudiments, je rajouterai élémentaires, pour pouvoir justement porter un choix juste. C'est là, je parlerai même de permis de vote. Parce que je pense qu'à la langue, c'est ce que vous voulez faire. Vous voulez, n'est-ce pas, que soyons clairs vous voulez l'exercice démocratique, mais vous voulez aussi que les électeurs puissent choisir le bon élément. Ce que nous voulons, c'est d'avoir un peuple qui puisse décider par lui-même. Non pas simplement lors des élections, mais tout au long de sa vie. Mais un peuple préparé ou non préparé? Attendez une seconde. Quand on parle de démocratie, nous parlons aussi de démocratie au niveau de l'entreprise. Nous parlons de démocratie au niveau local, au niveau national, etc., au niveau territorial aussi. Et aussi au sein des mouvements sociaux, à l'université, etc. Aujourd'hui, tous les ingrédients nécessaires à ce qu'on ait une démocratie stable ne sont pas présents. Aujourd'hui, pour vous donner un simple exemple, il n'y a aucun syndicat étudiant au niveau des facultés qui soit reconnu. Nous avions l'UNEM, l'Union nationale des étudiants marocains, qui n'a plus de statut légal depuis une vingtaine d'années, plus je crois, une trentaine d'années. Nous avons certains partis politiques qui ont créé des
des organes internes chargés des étudiants, mais qui ne se chargent que des étudiants affiliés au parti, etc., etc. Ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas de conscience de classe pour les étudiants qui d'une certaine manière, ont leurs propres revendications, etc. C'est pour ça qu'on voit émerger des mouvements sociaux autogérés et qui sortent du cadre des partis traditionnels ou des structures traditionnelles. Nous avons vu ça au Hirak Djurib, de Jarada, aujourd'hui à Figuig. Nous avons aussi vu ça au niveau sectoriel, pour les enseignants contractuels, aujourd'hui pour les étudiants en médecine. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Et il y a eu plusieurs études par rapport à ça. C'est qu'au sein de ces mouvements, il y a une démocratie interne qui est pratiquée. Et on voit que le peuple marocain est prêt pour cette démocratie et on a envie, parce que sinon il ne participerait même pas à ces mouvements. Et qu'est-ce qu'on remarque, pour parler juste des étudiants qui font l'actualité aujourd'hui, les étudiants en médecine? Nous avons 90% de boycott des examens. Nous avons la quasi-totalité des étudiants qui viennent voter aux assemblées générales et qui parlent d'une même voix, pas forcément pour ou contre, et ce n'est pas un mouvement homogène, mais en tout cas ils s'exercent à la démocratie au niveau de leurs facultés. Aujourd'hui, on ne donne pas cette opportunité aux citoyens marocains de pouvoir s'exercer à cela. Et quand vous dites qu'aujourd'hui nous avons tous un droit de vote, c'est faux. Premièrement, au Maroc, on a à peu près 40 millions de Marocains. Quand on parle des citoyens marocains, qu'est-ce qu'un citoyen? C'est une personne qui jouit de ses droits civils et politiques. Il faut en enlever un peu par rapport aux nationaux, ceux qui se sont vus par décision de justice déchus de leurs droits. Mais au sein des citoyens, on n'est pas tous électeurs. On enlève déjà ceux qui n'ont pas l'âge de voter. Mais l'inscription aux listes électorales, qui peut paraître banale, mais qui est extrêmement importante. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur, il n'ouvre cette possibilité qu'une fois par an. Et même quand il l'ouvre, des fois, c'est extrêmement difficile de s'inscrire. Moi, j'avais essayé par 2 reprises de m'inscrire. Heureusement que j'avais commencé tôt pour pouvoir voter aux élections de 2021. Malheureusement, je n'ai pas pu voter parce que j'étais déjà en France, et pour voter depuis l'étranger, c'est une procédure extrêmement compliquée qui implique une procuration à l'ambassade, envoyée au Maroc, etc. Donc aujourd'hui, les électeurs, le chef du gouvernement aujourd'hui, qu'on considère comme étant une institution qui représente la majorité, etc., il n'a eu sa majorité que grâce à 2 millions de voix. Qu'est-ce que 2 millions de voix devant 40 millions de nationaux? Nous n'avons pas tous le droit de voter. Et l'État participe à cela par le refus de l'inscription automatique de tout ressortissant marocain dès lors qu'il a l'âge de voter à 18 ans. Mais également, pour ce que vous avez évoqué, le permis de voter, etc., qui sommes-nous pour décider, qui peut décider de son avenir? Et de toute façon, pour encore parler de l'État, de ses institutions, etc., n'est-ce pas l'État qui a extrêmement fragilisé l'enseignement, qu'il soit primaire, secondaire ou également l'enseignement supérieur? Aujourd'hui, il y a quelques jours, un député du PJD avait déclaré, je ne sais pas si ce chiffre est exact, je n'ai pas eu le temps de vérifier, que 40% des places pour les étudiants au niveau du supérieur se trouvent aujourd'hui dans le privé. En moins de 10 ans. Il y a 10 ans, il n'y avait pas d'université privée. Il y avait certaines écoles, certes. Il n'y avait pas d'université privée polytechnique qui enseigne et le droit, et les sciences politiques, et la médecine dentaire, et l'architecture, et l'économie, etc., etc. Donc aujourd'hui, nous devons nous poser une question importante. Pourquoi est-ce que l'État fait cela? Parce que si l'État avait décidé de refuser que l'enseignement et que la santé aillent chez le privé, l'État aurait pu le faire. Mais l'État a décidé sciemment d'octroyer cette activité d'intérêt général à des personnes privées. Et le but premier d'une personne privée, qu'est-ce que c'est? C'est le bénéfice. Toute activité d'une personne privée est une activité à but lucratif. Alors que l'enseignement avant tout, et après la médecine, et pour moi aussi le transport, ne doivent pas être délégués à une personne privée. Donc aujourd'hui, quand vous faites le constat que peut-être les électeurs ne font pas le bon choix et qu'il faudra instaurer un permis de voter, il faut aussi se poser la question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les électeurs soit ne vont pas voter, soit votent pour des personnes corrompues? Je pense qu'aujourd'hui il ne faut pas s'arrêter juste aux résultats. Je pense qu'il faut aller bien plus que cela et aussi analyser les politiques depuis des dizaines et dizaines d'années et qui ont contribué à cet état de fait.
D'abord, un petit point d'observation. Oui, moi, quand je parle d'électeurs, je parle de ceux qui n'ont pas de contraintes pour voter. C'est la première remarque. Quand vous parlez de milieu estudiantin, pouvons dire que nous sommes dans un milieu intellectuel, quelque peu. C'est-à-dire l'effort à faire sur des étudiants qui ont quand même un certain bagage intellectuel est moindre que celui à faire pour un citoyen lambda qui est peut-être privé d'éducation ou d'instruction. Pas forcément. Parce que... Je comptais juste... Allez-y. D'accord. Donc, et puis, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Ça veut dire d'un côté, il faut une préparation. Là, je pense que c'est un début de solution si vous commencez, parce que je pense que le fait de poser le permis de vote vous choque un peu, mais je pense que c'est déjà un début de solution que de dire, même en étant offusqué, qui sommes-nous pour décider? Ce n'est pas décider, mais c'est donner les moyens. Donc, je mets là une petite nuance, puisque tout est nuance de toute façon, mais c'est déjà un grand pas de fait que de mettre en place une série de réflexions par rapport à ce sujet, puisque ce n'est pas rien, et qu'il faut sensibiliser les lecteurs. Et puis, je pense que dans cette affaire, de vote, que ce soit le permis de vote, d'un côté, on n'entend pas nos politiques parler, puisque ça fera grincer des dents. Nous deux, je pense que déjà, par votre réaction légitime, pour quelqu'un venant d'une école de gauche, je pense que ça peut vous offusquer, puisque c'est bien de ratisser large et puis de faire à ce que cet exercice démocratique soit fait de commun accord et puis qu'il puisse brasser tout le monde. Donc je ne parle pas. Déjà, il y a un autre problème que vous avez soulevé. Si c'est 2 millions pour ce gouvernement-là, pour lancer le gouvernement, c'était 1 million et quelques. Donc on n'est pas sorti du problème, on est un léger mieux. Comme on dit, on est un léger mieux, mais c'est pour ça qu'on peut même poser la question de la légitimité de ces élections. Puisque, mis à part les contraintes, etc., 2 millions, c'est très peu. Et encore, ces 2 millions, dans quel cas? Donc, est-ce que par conviction ou par suivisme? Est-ce que connaissent-ils leurs élus, etc. Donc c'est ce côté-là. Et puis, je prends plaisir à vous parler, je pense, à vous inviter pour d'autres séquences, puisque... On ne m'invite pas souvent, donc avec plaisir. Donc, vous serez toujours le bienvenu, vous êtes chez vous. Donc j'aimerais quand même que nous puissions conclure. Nous avons évoqué là en vrac. Je pense qu'il nous faut, vous et moi, des émissions spécialisées pour parler de chaque point, parler de populisme, démagogie, démocratie, loi de vote, permis de vote. Il y a tellement de sujets. Je pense que c'est un bon départ pour cette deuxième saison de l'émission. Donc venez quand vous voulez. Donc je ne vais pas manquer l'occasion quand même de vous poser la question qui suit, à savoir que vous êtes marocain résident en France, étudiant. Est-ce que, la question je vais faire simple, est-ce que vous pensez avoir un rôle à jouer? Est-ce que vous pensez être utile en tant que citoyen marocain? Parce que là, ça commence à faire sens, citoyen. Je vais essayer de vos droits civiques politiques, c'est bien, jusque-là, pas outre-mer, mais est-ce que vous pensez que vous êtes utile là où vous êtes? Est-ce que vous pouvez, vous sentez que vous pouvez faire quelque chose pour votre pays, là où vous êtes? Écoutez, je sais que vous voulez conclure, mais je dois obligatoirement répondre à certains points que vous avez évoqués. Ah oui, bien, avec certes, les étudiants en médecine peuvent être considérés comme une certaine élite, notamment parce qu'ils ont fait de longues études, ils rentrent dans la catégorie des personnes surdiplômées, etc., etc. Mais être surdiplômé, avoir fait beaucoup d'études, ne veut pas dire qu'on soit politisé. Et je pense que la quasi-totalité d'entre eux se sont vus politisés grâce à ces luttes pour la qualité de leur enseignement, pour l'allongement, pas l'allongement, mais le maintien du nombre d'années d'enseignement de la médecine, etc. Et historiquement, et même ici au Maroc,
ceux qui ont été à l'avant-garde, certes il y avait des étudiants, mais qui fait réellement pression sur le gouvernement et sur les intérêts du capital? Ce sont les syndicalistes, ce sont les ouvriers qui, pour la plupart, n'ont jamais été surdiplômés. Quand je parle de classe ouvrière, aujourd'hui je reviens surtout aux années 80, les grèves massives 81, etc. Mais aussi aujourd'hui quand je parle de classe ouvrière, je parle de l'ensemble des travailleurs, qu'ils soient professeurs universitaires, qu'ils fassent de la sidérurgie, je parle des femmes et des hommes de ménage, des cuisiniers, des caissières, etc. etc. Ces personnes, avant, ils étaient à l'avant-garde des changements sociaux, et aujourd'hui, en étendant la notion de classe ouvrière, ils le sont toujours, et ils ne sont pas tous surdiplômés, ils n'ont pas tous fait de grandes études. Pour beaucoup, ils n'ont même pas le bac. Mais pourquoi? Parce que en débattant de manière démocratique sur les conditions de travail, sur l'imposition, sur les jours de vacances payées, etc., etc., la conscience de classe elle naît comme ça. Aucune école, aucune université n'apprendra jamais à qui que ce soit la conscience de classe, dans un cours, etc., etc., si ce n'est dans des cours de sciences politiques ou de sociologie. Mais ce qui forme véritablement les citoyens à la revendication, c'est le terrain, c'est l'auto-organisation, ce sont les cadres d'organisation traditionnels comme les syndicats, etc. Et c'est pour ça que moi, je m'offusque quand vous me dites qu'il faut un permis de voter. En plus de cela, désolé, j'ai été trop long. On s'est beaucoup arrêté sur la question du vote. Mais le vote ne fait pas tout. Regardez en 1998, quand il y a eu le gouvernement d'alternance que tout le monde attendait depuis une quarantaine d'années. Quand tous les prisonniers, quand tous les politiques qui avaient été condamnés par contumace et qui étaient en exil forcé, ou en exil voulu pour certains, ils sont rentrés au Maroc. Donc les conditions étaient extrêmement favorables pour un changement de situation, pour une alternance démocratique, même si ça avait été une alternance consensuelle, et pour un changement radical des rapports de force et des rapports au niveau du travail, etc. Qu'est-ce qu'il y a eu? On a bien vu qu'il y a eu des privatisations, etc., ce qui allait complètement à l'encontre du programme de l'USFP à l'époque et des 6 autres partis qui étaient avec lui. Ça n'allait pas forcément à l'encontre des partis de certains d'entre eux. Mais Abdelrahman Yousfi n'a pas pu tout faire, il a fait énormément. Mais il n'a pas pu tout faire. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la rue avec lui. D'ailleurs, pour l'anecdote, la première grève qui a été organisée sous le gouvernement d'Abdelrahman Yousfi, c'était celle de la CDT, et c'était le secteur des banques. À l'époque, c'était Abdelkrim Ben Atir avec Abdelhaq Riki, etc., qui avait organisé la première grève, où ça, à Banque al-Maghreb. Donc, les syndicalistes ont une conscience de classe extrêmement poussée. Pas tous, et pas forcément les directions syndicales, parce que les directions syndicales sont généralement poussées à discuter, à négocier par rapport à d'autres intérêts que les militants syndicaux ne connaissent pas forcément. Donc moi j'ai beaucoup plus confiance dans la base du syndicat que dans cette direction. Mais juste pour vous dire, le vote ne fait pas tout. Et aujourd'hui, tout vote doit être suivi de mobilisation dans la rue, dans les entreprises, au niveau de la fonction publique, etc., etc. Et malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des mobilisations, mais qui ne sont pas suivies d'un vote, ou qui ne sont pas suivies par un relais, par les organisations traditionnelles, que ce soit les partis politiques, les syndicats ou les associations. La preuve étant le Hirak du Rif, le Hirak de Jarada, mais surtout aujourd'hui, le Hirak de Figuig, où la simple revendication qu'ils ont, c'est d'avoir accès à l'eau, un droit universel reconnu même par la religion musulmane. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on ait de réels relais, et ce n'est pas juste les partis politiques qui ont ce rôle, mais aussi les médias, parce qu'aujourd'hui, tous les médias un peu d'investigation indépendants ont été malheureusement fermés, soit à cause du modèle économique, donc ils n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins, soit à cause d'une répression, je le dis comme ça, une répression de l'État et de l'institution judiciaire. Et voilà, et la preuve étant, je l'ai évoqué au début, il y a eu une grâce royale sur tous les journalistes, quels qu'ils soient, mais il n'y a pas eu de continuité
dans les années 90, quand il y a eu la grâce royale sur tous les anciens prisonniers, sur tous les anciens politiques de gauche et d'extrême gauche, ils sont tous revenus au Maroc, à leur tête au Frère Bsari et après Abraham Serfati. Mais aujourd'hui, la quasi-totalité sont partis en dehors du Maroc. Exemple, Hicham Mansouri qui est resté encore à l'étranger, Ahmed Stitou, etc. etc. Donc voilà mon constat aujourd'hui, le vote ne fait pas tout et il faut sortir de cette logique de la démocratie libérale qui implique de donner pendant une longue période une délégation de notre souveraineté à des personnes qu'on ne peut même pas contrôler au cours de leur mandat. Donc voilà pour ce point. En ce qui concerne notre rôle en tant que militant ou en tant que citoyen... Essayez de faire court. Pour faire court. Et c'est très simple, si vous voulez la réponse complète, allez lire un document que nous avons produit il y a un an, qui s'appelle « Les fondements idéologiques de notre action politique ». Et dès le début, nous posons la question, quel est notre rôle en tant que militants marocains en France ? Sommes-nous un parti d'immigrés, c'est-à-dire des militants marocains qui ont pour but de militer en France pour les Marocains, les Maghrébins, les étrangers, dans leur lieu de travail, aux universités, pour les étrangers, les mineurs non accompagnés, etc. Ou sommes-nous un parti de Marocains résidant en France, mais qui luttons pour plus de démocratie, plus de droits, moins d'inégalités au Maroc ? La réponse à laquelle on arrive après une dizaine de pages, c'est que nous sommes les deux. Aujourd'hui, et après 2 ans et demi d'expérience là-bas en tant qu'organisation structurée, etc., nous avons à la fois participé à des grèves avec les cheminots, et les cheminots comprennent beaucoup de Marocains, d'ailleurs les Chibani étaient cheminots. Nous avons participé aux mobilisations de masse contre la réforme des retraites, parce que les immigrés sont les premières personnes qui seront impactées, ou qui sont impactées puisque la réforme est passée, par cette réforme de la retraite. Mais nous sommes également des militants pour plus de démocratie, plus de droits de l'homme ici au Maroc, tant au niveau interne du parti qu'au niveau externe. Pour vous donner le dernier exemple en date, nous avons été la seule section au sein du parti, que ce soit pour la jeunesse ou du parti, à avoir appelé à la démission et appelé à une reddition des comptes au sein de notre parti suite à la publication du rapport de la Cour des comptes par rapport à la subvention relative aux aides, la subvention relative aux études que doivent produire les partis politiques, et où on s'est rendu compte que près de 2 millions de dirhams ont été alloués au parti et ils ont été attribués à des personnes qui ne le méritaient pas. Ouais, c'est bien de faire de l'autocritique. Donc voilà. Donc d'abord, c'était un plaisir de vous accueillir dans notre plateau et je pense vous revoir bientôt, j'espère. Et puis je vous dis à bientôt, comme je dis à tous les Marocains, toutes les Marocains qui nous regardent, venez participer à l'émission, dites votre mot, et puis on aura un débat comme celui que je viens de voir avec notre ami, et que je souhaite une agréable semaine. Merci. Merci beaucoup, et si je peux juste un dernier mot. Oui. Vous pouvez parler face caméra si vous voulez. Ou bien si c'est pour moi. C'est juste que j'ai une pensée attristée pour notre jeune camarade qui vient de décéder il y a une semaine et qu'on vient d'enterrer il y a quelques jours, et qui a décidé, même si bien qu'elle réside à l'étranger, de s'engager politiquement et de lutter à nos côtés pour le progrès social, pour les droits de l'homme et pour moins d'inégalités ici au Maroc. Donc voilà, merci beaucoup, je serai ravi de revenir une prochaine fois. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.